Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Et actuellement, l'agence Riverain Tour Intercontinental vous propose des séjours pour le Carnaval des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Marie-Galante. Guadeloupe, actualité. Débute avec une très mauvaise nouvelle, à savoir que le Cabana Beach à Port-Louis est sous le coup d'une fermeture administrative de 4 mois, le fruit d'une problématique entre la municipalité et le jeune Guadeloupéen en charge de l'établissement. On lui reproche notamment l'organisation d'une soirée le 31 décembre dernier. Il n'aurait pas respecté un arrêté municipal et voit donc son établissement fermé pendant 4 mois, donc une très grosse perte d'activité pour ce jeune chef d'entreprise qui se bat effectivement pour ce business depuis 7 ans maintenant. On le recevra demain d'ailleurs et il nous parlera plus en détail de la situation qu'il rencontre et notamment des griefs qu'il a envers la municipalité qui ne lui facilite pas du tout la tâche alors qu'effectivement il fait tout ce qu'il peut pour rester dans les clous, respecter toutes les consignes et les règles, mais effectivement il a son chiffre aussi à faire, ce qu'on doit pouvoir comprendre. Et Alexandre Rochat nous quitte pour assurer les fonctions de préfet dans le département de la Loire. Il laisse sa place à Xavier Lefort, ex-préfet de Corse, qui débute sa mission avec une grève générale sur le feu. Il aura à cœur, pendant sa mission, de mettre un accent particulier sur la sécurité routière. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. Effectivement, demain il y a une journée de mobilisation, d'ailleurs comme sur l'ensemble du territoire national. Alors je ne sais pas si ce sera des manifestations importantes. En tous les cas, moi j'appelle les uns et les autres effectivement à manifester dans le respect des principes, des principes républicains, dans le respect des uns et des autres. Bon, il est légitime de s'exprimer, mais encore faut-il le faire effectivement en étant respectueux de chacun, en étant respectueux effectivement de l'ordre public, en étant respectueux du bien public. Voilà, donc chose qui me semble extrêmement important. Alors bien sûr que la sécurité routière est un sujet important. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Mais la première responsabilité dans ce domaine, c'est la responsabilité de ceux qui empruntent la route et c'est la responsabilité des conducteurs. Voilà, donc moi j'en appelle aussi les uns et les autres à la prudence et à des comportements routiers effectivement respectueux de la sécurité des uns et des autres. Bien sûr, on continuera à prendre des mesures en matière de sécurité, de prévention, de contrôle, etc. Mais la première responsabilité, c'est celle de tous les conducteurs que nous sommes, en matière de respect, respect du code de la route, respect des autres usagers. Et je pense que c'est extrêmement important. Donc là aussi, la situation n'est pas bonne. Et moi, j'en appelle solennellement aux uns et aux autres, effectivement, pour modifier les comportements routiers. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, et ça, j'en suis tout à fait conscient. La crise à EDF qui perdure. Il n'y a plus de dialogue en ce moment. Vos services ont servi de médiateurs. Est-ce que justement vous allez vous atteler à renouer au plus vite ce dialogue ? Alors moi je vais faire le point, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais faire le point effectivement avec les équipes ici en préfecture qui ont conduit ce dialogue. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, il y a un certain nombre d'avancées qui ont été obtenues de part et d'autre. Voilà, donc je pense que maintenant il faut inviter les uns et les autres effectivement à sortir de ces situations de blocage, à considérer ce qui a été obtenu et à considérer effectivement ce qui a été obtenu est une chance pour tout le monde. Voilà, donc je pense qu'il faut que maintenant on puisse mettre un point final à ce conflit et si possible, je l'espère, trouver un accord entre les différentes parties. Je pense que le modèle ou l'organisation qui se met en place doit permettre rapidement de régler ce sujet de l'eau et de l'accès à l'eau. Bien sûr, on ne peut pas se satisfaire effectivement de se retrouver pendant 3 mois sans accès à l'eau, surtout quand on a la ressource. C'est pas un problème de ressources en Guadeloupe. L'eau, elle est là. C'est un problème d'organisation et c'est un problème de distribution.
On ne découvre rien. Et on se rend maintenant à la journée porte ouverte de la Ligue du cancer, une occasion de présenter les partenaires qui aident les malades au quotidien. Le reportage. Cette journée porte ouverte, nous avons mis en place des ateliers pour pouvoir présenter nos soins de support, mais aussi nos partenaires. L'association Séverine, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une association qui communique en chanson sur le dépistage du cancer du sein. Donc bien évidemment, des dates comme aujourd'hui, ce sont des dates clés à notre calendrier. Et donc nous étions ravis d'être invités par la Ligue aujourd'hui pour présenter un peu ce qu'on fait. Donc notre objectif, c'est vraiment de communiquer en chanson. Donc des chansons qu'on a fait tout au long de l'année. Ça fait déjà 3 ans que nous chantons des chansons qui ont pour but de communiquer sur le dépistage du cancer du sein. Donc bien entendu, avec les amis artistes de Séverine, ma femme, qui est décédée d'un cancer du sein, qui ont accepté de mettre leur voix sur le titre, on véhicule des messages importants. Donc on dit vraiment à la population de faire attention, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a 10 000 cancers, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment un fléau. Et donc c'est aussi pour faire réagir les gens, pour que les gens puissent se prendre en main très tôt et pour ne pas que les parents puissent enterrer leurs enfants. Cette année, comme à chaque année, nous avons à chaque fois un thème. Donc la nationale cette année a ciblé le thème pour une aide plus juste. Ça veut dire que nous offrons des soins de support. Quand on est malade, il n'y a pas que le traitement médical qui compte, il y a aussi tout ce qui va autour. Donc nous avons surtout quelque chose de très important, c'est l'accompagnement psychologique. Donc cet accompagnement, c'est pour toute la famille. La Caisse générale de sécurité sociale a toujours porté sa contribution à la Ligue contre le cancer en matière d'accompagnement et d'aide aux familles qui sont touchées de plein fouet par ce fléau aujourd'hui. En Guadeloupe, c'est des éléments à prendre avec beaucoup d'importance. Le cancer qui touche une grande partie de notre population, notamment le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer colorectal. Donc tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que la prévention a toute sa place en amont pour épargner à subir ce genre de situation très difficile pour les familles et pour tout être humain. La Fédération du logement de Guadeloupe, elle dresse le bilan de 40 années de lutte contre la précarité. On progresse, mais assez lentement. Regardez. Aujourd'hui, je dis que les relations sont peut-être meilleures, mais ça ne veut pas dire que les choses, la situation est mieux, hein, c'est pas vrai. Mais en termes de relations, parce qu'avant, on n'entrait pas chez les bailleurs, c'était toute une histoire pour entrer chez les bailleurs. Le locataire qui attendait un logement, eh bien, ce locataire-là, si le logement n'était pas à son goût, on vous répondait dans le temps, je dis il y a 40 ans au début. C'est si vous voulez, il prend, si vous pas voulez, il l'essaye. Et tu perds un logement, pas pour rien, tu perds un logement, et au cas où, même si tu es à l'état des lieux, il voit que le logement là, il y a un problème, il y aura du souffle, il prend, il pas te plaindre. Mais les choses ont beaucoup évolué. Et la CNL a contribué et beaucoup sur l'avancée des choses au niveau des bailleurs. Aujourd'hui, les élections chez les bailleurs, c'est à ce niveau-là qu'on mesure le poids d'une organisation, d'une fédération. C'est à la suite des élections qui sont des actions démocratiques où les locataires ont un vote. Eh bien, nous sommes présents chez tous les bailleurs aujourd'hui. On est, avec un peu de modestie, de dire que je suis la première fédération, mais c'est une réalité, ça depuis déjà un bon moment. Accompagner un locataire n'est pas facile aujourd'hui, dans la mesure où la plupart des résidences, on se retrouve avec des locataires sans association, alors qu'il est important que ces locataires se mettent en association de façon à ce qu'ils soient mieux écoutés par nous qui sommes à la fédération, et ensuite faire que leur doléance soit remontée chez le bailleur. Même quand ils ne sont pas en association, nous faisons le nécessaire. Nous accompagnons le locataire, nous l'écoutons d'abord, ensuite nous posons les questions nécessaires au bailleur de façon à savoir réellement est-ce que ce que le locataire attend, est-ce que c'est de la compétence du bailleur ou alors que ça reste à la compétence du locataire. Assez souvent, il y a cette confusion qui est faite parce que le locataire ne prend pas non plus le temps de lire le contrat qu'il a signé dans lequel
il y a, oui, des réparations qui sont à la charge du bailleur, mais il y a énormément de choses qui restent quand même à la charge du locataire. Et maintenant, je reçois Maître Isabelle Michel-Gabriel, avocate fiscaliste. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous animerez ce mercredi 8 février à partir de 18h30 à la salle ACL de Petit-Bourg une conférence, aux côtés d'ailleurs d'Alain Plaisir et de Monsieur Didier Payen, une conférence qui est intitulée, alors là, effectivement, ce sera très intéressant de se pencher sur la question « Comment faire de la fiscalité un levier de développement économique ?» Comment comptez-vous attaquer cette épineuse question ? Alors, c'est pas la première fois qu'on se pose la question. Les travaux de l'OCDE récents de septembre 2022 vous montrent qu'au niveau des pays membres également, on se pose cette question. Maintenant, à l'échelle de l'outre-mer, les mêmes questions vont toujours se poser. Est-ce qu'il y a des zones qu'il faudrait favoriser par rapport à d'autres, prévoir éventuellement des zones franches dans ces zones ? On parle de supprimer les zones franches. On a supprimé les zones franches urbaines en Guadeloupe, mais on a une zone franche globale au niveau de la Guadeloupe qui s'appelle la ZFNG, que certains appellent ZVANG, qui permet effectivement des abattements à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu, et la CFE également. Donc il y a une zone franche en Guadeloupe. La question c'est est-ce que la zone franche qui existe est adaptée ? Est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer pour pouvoir faire effectivement plus de développement économique ? Ensuite va se poser la question de l'octroi de mer, justement, de savoir, c'est un impôt, c'est une taxe qui vise également à protéger la production locale, donc qui est un facteur de développement économique. Est-il efficace ? Doit-il être amélioré, assoupli, allégé ? Donc ce sont des questions qui pourront se poser. Mais effectivement, on doit aussi se poser la question de savoir, est-ce qu'à l'échelle de la Caraïbe, est-ce que la Guadeloupe, la Martinique, les Outre-mer de manière générale, ont une fiscalité qui permette de fonctionner de façon concurrentielle par rapport aux autres îles de la Caraïbe. Donc on a des éléments de réponse. On aura des éléments de réponse sur cette question. On va parler de la Dominique, notamment, avec le système de tax holidays, aussi de la République dominicaine. Donc on pourra donner des petits exemples de comment ça se passe en termes d'impôts sur les sociétés et de zones franches dans d'autres îles de la Caraïbe pour comparer et savoir si on a des choses à améliorer à l'heure où Gérald Darmanin disait qu'une réforme fiscale outre-mer pourrait être envisagée. Donc je pense que c'est un sujet qui est totalement d'actualité. Oui, mais reste à voir ce qu'on inclut effectivement dans cette réforme fiscale outre-mer. Mais il faut qu'on soit concerté. En tout cas, il faut que ce soit une question qui soit posée au niveau de l'outre-mer, parce que ce sont essentiellement les acteurs locaux économiques qui sont en mesure de répondre. Donc cette conférence a le mérite d'exister pour pouvoir débattre de ce sujet qui est très important et qui est capital quand on parle de développement économique. Mais il ne sera pas du tout question de remise en question, effectivement, des taxes et impôts qui sont déjà en place. Alors, à mon niveau, il s'agira d'informer et de proposer effectivement d'autres solutions qui existent dans la Caraïbe, d'autres solutions qui existaient déjà aussi en Guadeloupe, reparler des zones franches urbaines qui existaient, donc parler également des zones, peut-être. C'est quelque chose qui fonctionnait selon vous ? Alors, pour moi, ça fonctionnait parce que ça... En tout cas, ça avait le mérite de favoriser des implantations dans des secteurs qui sont aujourd'hui totalement désertés. Et aussi parler, pourquoi pas, de la zone de revitalisation rurale qu'on n'avait pas en Guadeloupe. Penser à des centres-bourgs comme Port-Louis, Anse-Bertrand, essayer de favoriser certaines zones pour éviter une concentration dans certaines zones du territoire. Donc ce serait mettre une fiscalité avantageuse pour une implantation dans certaines zones du territoire. Et pas qu'une fiscalité, on pourrait aussi penser à des exonérations sociales. Ce sont des propositions. On est là pour proposer, informer. Après, ce sera aux décideurs de prendre la meilleure option. Mais qui est-ce que vous tentez le plus d'attirer pour le développement économique ? Ce serait plus des entreprises locales ou bien on est toujours un peu sur l'économie de franchise et des grosses sociétés qui veulent s'implanter ici ? Alors, l'idée, c'est de favoriser l'emploi local dans un premier temps. Donc, à la fois, le système de tax holidays qu'on peut voir dans d'autres îles de la Caraïbe attire des investisseurs étrangers. Il peut y avoir certains freins au niveau de la loi française. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions qui permettent à la fois à des entreprises locales de se développer, mais aussi, pourquoi pas, des investisseurs étrangers. Donc, avantager les deux. Avantager les deux. Pour, au final, avoir une solution, développer l'emploi local, développer la production locale et permettre effectivement un vrai développement économique pour nos îles. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre de vos axes de développement ? Pas avoir le contenu de la conférence, bien évidemment, mais alors, au moins un axe. L'idée, c'est aussi de parler de tout ce on parle souvent d'octroi de mer, mais on ne parle pas de la TVA qui s'applique localement. On sait qu'il n'y a pas de TVA en Guyane, mais qu'elle s'applique pourtant en Martinique et en Guadeloupe. Donc l'idée aussi, ce serait de se dire, est-ce que, quand on parle de supprimer l'octroi de mer,
pourquoi pas l'améliorer et pourquoi pas réfléchir à une baisse des taux de TVA national, puisque ce sont effectivement c'est une taxe qui est perçue localement, mais qui est redistribuée au niveau national. Ça peut être un axe de... Oui, ça peut en chatouiller plus d'un aussi. Aussi. Donc, le rendez-vous est donné. Ce sera donc demain soir mercredi 8 février, à partir de 18h30 à la salle ACL de Petit-Bourg. C'est juste en face du lycée des droits de l'homme. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il reste des places? Comment ça se passe? Je crois que l'entrée est libre et que l'idée, c'est de venir à l'heure convenue sur le lieu. Pile à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, maître Isabelle Michel Gabriel, d'être venue sur ce plateau ce soir. Je vous rappelle que vous êtes avocate fiscaliste et que vous participerez donc à cette conférence sur comment faire de la fiscalité un levier de développement économique. Merci beaucoup. Et maintenant, on se rend du côté de la communauté d'agglomération Nord-Bastère qui a organisé hier soir une réunion publique autour des champs de compétences de la CNBT. On écoute le président Losbar. Ce que nous voulons, c'est que le contact soit meilleur avec nos administrés, les citoyens, puisque nous organisons donc des réunions sur les différentes compétences de la CNBT. Aujourd'hui, c'était pour que les citoyens de Sainte-Rose et des autres territoires puissent mieux s'appréhender les différentes compétences de la CNBT, puisque nous avons des compétences de proximité, mais aussi également des compétences en termes d'aménagement, d'infrastructure. Il y a d'abord eu un film pour présenter les projets de la CNBT. Il y a 32 projets au niveau de la CNBT qui vont se réaliser dans les 3 ans à venir. Et puis, un large champ au débat sur les différentes questions, l'environnement, le développement économique, le transport. Et je suis très satisfait de voir le nombre d'administrés qui étaient présents, mais aussi la qualité donc, de l'échange que nous avons eu avec eux. Une belle initiative de la CNBT, celle de mettre en contact les élus et la population pour pouvoir discuter des problématiques existantes, des compétences que nous exerçons d'abord par la CNBT, mais les problématiques, parce que très souvent, sur l'exercice de certaines compétences, il y a certaines difficultés. Il faut savoir entendre la population, même lorsqu'elle n'est pas contente, ça fait partie du jeu, et pouvoir porter des solutions. Puis c'est aussi l'occasion de prendre des notes, de noter les difficultés qui sont rencontrées. Parfois, vous pensez que vous savez tout, mais en réalité, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses dont vous n'êtes pas conscient. Eh bien, ça permet d'échanger. Et donc, je crois que c'est un exercice intéressant qu'il faut maintenir, renouveler autant que possible pour qu'il y ait un vrai échange entre nous et cette population. Initié par les collectivités majeures, le grand forum citoyen se poursuit et ils ont effectué un arrêt aujourd'hui sur la commune de Capesterre-Belle-Eau. Regardez. Oui, le président Guy Losbar a souhaité que nous puissions donc multiplier donc les forums citoyens afin de pouvoir donner la parole donc à la population. Et nous constatons aujourd'hui, après Petit Canal, après le Mémorial Act, que Capesterre-Belle-Eau est une grande réussite avec un peu plus de 200 personnes donc qui sont venues sur l'ensemble des stands. Donc c'est-à-dire qu'il y a un réel besoin, une réelle envie de la population de pouvoir participer à l'élaboration de ce projet citoyen. Donc à nous de pouvoir maintenant multiplier donc ces grands rendez-vous sur le territoire, sachant que samedi prochain, nous serons à Vieux-Habitants. Nous travaillons sur 2 phases. Effectivement, donc celle donc de la collecte des doléances, des propositions de la population. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la contribution du grand forum citoyen. Et à cela, nous allons continuer aussi à rencontrer donc les experts, ce qu'on appelle les experts, donc que ce soit la CCI, les infirmiers, en fait, en gros l'ensemble de la strate donc de façon plus spécifique. Et nous allons donc maintenant faire une grande synthèse donc de ces doléances qui auront été collectées, de manière à pouvoir les traduire en orientation stratégique et après revenir face à la population pour pouvoir la décliner en termes d'orientation politique pour qu'il y ait une résonance dans le quotidien et que nous puissions avoir cette matérialisation donc des changements attendus. Alors c'est important pour nous déjà d'être présents de façon générale en tant que cantillais de Guadeloupéens de Martiniquais pour ma part dans ces forums citoyens parce que du coup on donne la parole au peuple et ce serait dommage de ne pas s'exprimer à ce moment-là et particulièrement pour nous qui apportons des solutions en termes de mobilité à la population, c'est le moment d'en parler, de récolter leurs problématiques et après de pouvoir proposer une solution. La mobilité, c'est une problématique qui est constante en Guadeloupe depuis des années et on voit que de plus en plus de pouvoirs publics se tournent vers des solutions innovantes comme la nôtre. Et par rapport à ça, on est vraiment conscient du besoin et c'est pour ça qu'on a développé cette solution de mobilité.
nous avons beaucoup de compétences en Guadeloupe, dans tous les domaines. Donc nous avons une chance de nous développer. Mais en deuxième partie, ça c'est différent. L'arrivée des politiques a changé la donne. Et c'est ce que je crains. C'est que l'homme politique en Guadeloupe est toujours persuadé qu'il a la recette. Et il oublie que c'est le peuple qui va le sanctionner. On pourra faire ce qu'on veut, mais les Guadeloupéens sont appelés à donner leur point de vue. Ce qui va nous permettre de réussir, c'est la maîtrise de notre économie pour intégrer la population dans une société qui n'aime pas les inégalités. On a des compétences, certes, on a beaucoup de talent ici en Guadeloupe, mais encore faut-il le valoriser. On a encore le cas ce soir, effectivement, de ce qui se passe au Cabana Beach, et on a du mal à comprendre, effectivement, qu'une équipe de jeunes Guadeloupéens soit sous le coup d'une fermeture de 4 mois pour l'organisation d'un événement. C'est un petit peu très dur, il y a même un petit sentiment d'injustice, même un gros sentiment d'injustice qui plane au-dessus de cette affaire. Et les aînés de Bémao, eux, ont pu remuer, comme on dit vulgairement, les croupions à l'occasion d'une après-midi dansante. Un beau moment de fête pour ces seniors qui, en prime, réintègrent leur maison des aînés et peuvent aussi reprendre les activités de groupe. Le reportage. Traditionnellement, nous fêtons les aînés, nous célébrons les vœux des aînés. Et aujourd'hui, on a prévu un certain nombre de manifestations pour faire plaisir à nos aînés. Et après 2 ans de Covid, il était nécessaire que nous puissions nous voir. C'est vrai, nous avons eu à le faire l'an dernier, mais une année a passé. Puisque la situation entre-temps, eh bien, vous le saviez, avait connu un autre tournant. Aujourd'hui, on voit bien que nos aînés, elles sont heureuses, ils sont heureux, parce que c'était un moment qui était extrêmement attendu. Attendu, puisque c'est vrai que nous avions leur maison des aînés qui était en travaux. Les travaux sont donc achevés, j'ai le plaisir de le dire. Et nos aînés vont pouvoir regagner leur maison des aînés et pouvoir redémarrer les différentes activités qui avaient été quelque part excentrées, je dirais, vers d'autres lieux. On oublie les ennuis. Parce que quand on est retraité, on n'a pas beaucoup d'activités. C'est une façon pour nous de leur dire merci. Merci parce que nous passons parfois des moments difficiles et grâce à leur solidarité, grâce à leur amour, grâce à leur expérience, on arrive à s'en sortir et on a vécu ça les 2 dernières années. Donc l'animation, les choses qu'on a concoctées, c'est un grand merci en fait, sans rentrer dans les détails. En tout cas, c'est top pour les aînés. Et on part maintenant pour l'inauguration des fresques du centre culturel Robert Loison de Moule. L'inauguration aujourd'hui, c'est dans le cadre de Moule en héritage. C'est sa 8e édition. Chaque année, le Moule consacre 1 mois pour faire valoir les artistes qui ont marqué l'esprit des Mouliens, aussi le patrimoine moulien que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons voulu mettre à l'honneur un certain nombre d'artistes qui sont du Moule, dont Robert Loison, dont nous sommes dans le centre Robert Loison aujourd'hui, qui a été un grand chanteur de Goka et que tout le monde connaît, Madame Akaïmaï, Maman pas de Maï, moi, c'était des chansons, il y a Madame Dupuis. Et aussi, nous avons une artiste qui est moins connue comme moulienne, c'est Manuela Pioche, que nous avons mis à l'honneur ce soir aussi, avec des artistes qui ont fait des fresques, qui ont fait des tableaux pour mettre en évidence ces artistes-là qui sont du Moule. Alors en tant que moulienne, c'est assez particulier puisqu'en fait on laisse une trace sur un lieu où on a grandi. Donc après je connais un peu moins bien Manuela Pioche, sachant qu'elle est décédée en 1970. Madame Dupuis qui a été peinte par une amie Féliline. Moi, je l'ai connue un peu plus parce qu'on était du même quartier. Et autrement, sur le projet en lui-même, donc qui a été mené par Anthony Villa, j'ai eu la chance de peindre Manuela Pioche. J'y ai pris beaucoup de plaisir pour des raisons qui sont évidentes. C'est quelqu'un qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire de la musique et qui malheureusement n'a pas cette reconnaissance qu'elle mérite. Voilà. Ces œuvres s'inscrivent dans le cadre de la manifestation Le Moule en héritage, dont le thème est cette année Moulao. Moulao qui avait deux symboliques fortes. Déjà, la forte appartenance, le sentiment d'appartenance à une grande communauté moulienne. Et deuxième symbolique,
c'est le fait que le moule doit se mettre en art avec les artistes mouliens, avec les artistes qui viennent renforcer la ville et positionner l'art un peu partout, démocratiser l'art un peu partout dans la ville. J'ai utilisé les portes de frigo parce que c'est le support que j'aime beaucoup utiliser pour faire de l'art. Et j'aime beaucoup l'idée de partir d'un déchet et d'en faire une œuvre d'art. Parce que oui, effectivement, c'est une porte de frigidaire, mais maintenant, c'est surtout une œuvre d'art. C'est l'idée d'anoblir finalement nos déchets. Les déchets, c'est l'avenir, de plus en plus. Un reportage signé Olivier Moradel. Et on prend maintenant place dans la parade d'Ubud pour un grand vider des abîmes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.